6 missiles. 90 drones ont visé tôt ce matin plusieurs grandes villes d'Ukraine et notamment la capitale Kiev, mais également des centres énergétiques. Outre les frappes russes, il y a donc un autre péril qui attend les Ukrainiens, l'arrivée de l'hiver. Les multiples frappes depuis des mois ont mis à mal tout le dispositif énergétique du pays et c'est à de longs mois sans électricité ni chauffage que les Ukrainiens vont devoir faire face. Écoutez Mark Rutte, le patron de l'OTAN, qui hier s'inquiétait très sérieusement de la situation. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de l'importance de poursuivre ce soutien à l'Ukraine qui se prépare à affronter ce qui pourrait être l'hiver le plus difficile depuis 2022. Nous devons réaffirmer notre engagement dans la durée. Nous ne pouvons pas nous contenter que l'Ukraine continue à se battre. Nous devons faire payer un prix plus lourd à Poutine et à ses amis autoritaires qui lui facilitent la tâche en fournissant à l'Ukraine le soutien dont ce pays a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Christian Maegrelis, vous connaissez bien et les Russes et cette région. Les hivers sont particulièrement rigoureux. Le 4e hiver que vont devoir traverser les Ukrainiens. C'est une stratégie voulue par le Kremlin que de taper les centres énergétiques, les populations bien évidemment, mais également tout le dispositif industriel ukrainien. Bien entendu, ils veulent, et il l'a dit à plusieurs reprises, Poutine veut réduire ce pays à l'âge de pierre. Il l'a répété, c'est clair. Et de préférence en expulsant tous ses habitants vers l'Occident pour le repeupler de Russes. Ça, c'est la stratégie à long terme. C'est l'objectif dans lequel nous nous trouvons. Et pour y arriver, tout est bon. Alors comme on ne trouve plus de gens en Russie qui veulent aller se battre, et on les prend où on peut, les Sri Lankais l'autre jour, et les Coréens du Nord. Alors les Coréens du Nord, ça pose un problème considérable à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Corée du Sud. Alors, on y reviendra bien évidemment parce que vous revenez de Corée du Sud et il y a quelques réactions quand même, notamment américaines qui, pour la première fois, très officiellement, ont admis qu'il y avait un peu plus de 10 000 Nord-Coréens qui se trouvaient dans la région de Koursk. Magali, cet hiver difficile que vont devoir traverser les Ukrainiens, et pour le coup, nous, alliés, eh bien, on va peiner à pouvoir les aider parce que beaucoup de choses que l'on pouvait livrer l'ont été le premier hiver, le deuxième, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Oui, et puis les Américains ont déjà livré aussi beaucoup de choses qui faisaient partie du crédit, des crédits qui avaient été votés au Congrès au printemps, et que maintenant, c'est vrai que les financements pourraient se raréfier. Et c'est évidemment l'autre menace qui pèse sur l'Ukraine. Il faut savoir que cette nuit, c'était la première fois depuis plus de 2 mois qu'il y avait ces salves de drones avec en plus les missiles de croisière. Et on sent cette inquiétude du côté ukrainien qui voit bien qu'il y a une accélération dans les bombardements. Mais je lisais ce matin une déclaration d'un officiel ukrainien qui disait en fait les Russes ont accumulé des stocks de missiles et maintenant vont pouvoir, pendant l'hiver, au moment où ça va leur faire évidemment le plus mal aux Ukrainiens, vont pouvoir lancer ces missiles. Citation du chef de la lutte de la désinformation ukrainienne. Voilà, qui dit à quel point il y a eu cette accumulation et donc que l'hiver va être extrêmement difficile parce que une attaque massive, manifestement, des Russes est en prévision pour justement casser le moral de cette population, casser l'appareil industriel et essayer finalement de pousser l'avantage russe avant d'éventuelles tractations, négociations, je ne sais pas comment les appeler. Il y a une espèce de course contre la montre que l'on sent en fait aujourd'hui, que ce soit sur le terrain, dans le Donbass, où on voit les troupes russes pousser, mais aussi dans les airs, avec cette accélération que les Ukrainiens subissent maintenant au quotidien. Guillaume Lagan, ce que dit cet officiel ukrainien, c'est une stratégie employée par Moscou, parce qu'on sait très bien que l'hiver, sur le terrain, il y a moins de mouvements de troupes. Donc l'idée que Poutine ait pu grossir ses stocks de missiles et quelque part faire la guerre à distance, moins sur le terrain, mais beaucoup plus en frappant et psychologiquement en touchant certainement beaucoup plus des Ukrainiens qui sont usés aujourd'hui par cette guerre. Oui.
Oui, alors ça c'est une stratégie que les deux camps utilisent, parce que c'est ce qu'on appelle en anglais des frappes dans le deep, c'est-à-dire dans la profondeur du champ de bataille, pour non pas frapper les forces qui sont directement en contact, mais les soutiens, c'est-à-dire les soutiens en termes de télécommunications, de transport, de stockage, d'énergie. Et les Ukrainiens, avec les moyens dont ils disposent, notamment des drones de longue portée, le font régulièrement. Ils le font aussi en Crimée avec des outils, des armes occidentales, on pense en particulier aux missiles Scalp. Donc les Russes le font de leur côté. Est-ce que c'est une nouveauté absolue ? Moi, je crois que Mais ils ont certainement plus de moyens, ces Russes. Ils ont plus de moyens, honnêtement. Et comme le disait Magali, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas tiré de missiles balistiques. Alors, ils ont évidemment plus de moyens, ça on le sait, parce que les rapports de force, mesurables, en particulier en termes de munitions de 155 tirs de canon, sont clairement à l'avantage des Russes. Un peu moins qu'il y a 6 mois, depuis, comme le disait Magali, que les Américains ont repris leur livraison, mais quand même, elles sont toujours au bénéfice des Russes. On peut aussi imaginer que la Russie, qui s'est mise en économie de guerre, produit davantage que l'Ukraine et les Occidentaux. Et puis, M. Magrelli en parlait tout à l'heure, il y a l'apport de la Corée du Nord. On parle de ces 10 000 soldats, mais en fait, le principal apport de la Corée du Nord, ce sont des millions d'obus qui ont été donnés au profit des Russes. Et puis, on peut finir avec le tour du monde des aides à la Russie par l'Iran, avec ces drones Shahed. Donc, globalement, oui, on peut dire que les Russes ont probablement un avantage en termes quantitatifs. Maintenant, très franchement, personne ne sait vraiment quels sont leurs stocks. Est-ce qu'ils sont en train de jeter dans la bataille toute leur capacité en vue de prendre un avantage tactique, parce qu'on voit bien que la période elle est vraiment cruciale, puisqu'avec cette arrivée de l'administration de Trump, tout le monde, côté Ukraine comme côté Russie, a l'esprit à une espèce de compromis, de négociation. Donc l'idée, c'est d'arriver en position de force, la plus grande force possible. Et on parlait tout à l'heure de course contre la montre, c'est même une course contre la montre, parce que l'enjeu de Koursk, il est absolument essentiel. Les Russes voudraient reconquérir ce petit territoire avant toute négociation, parce que c'est un des principaux atouts, même s'il est tout petit, c'est un des principaux atouts des Ukrainiens, et pour l'instant ça n'a pas marché. Donc oui, il y a un effort des deux côtés, l'un pour résister, l'autre pour attaquer. Est-ce qu'ils seraient capables, je parle des Russes, de maintenir cet effort sur le moyen terme ? Je crois qu'honnêtement on ne le sait pas. Christian. Écoutez, moi je pense que l'arrivée de la Corée du Nord sur le terrain, avec son industrie militaire qui est très importante, change les données. Parce que même s'ils n'arrivent pas à communiquer, compte tenu des problèmes linguistiques avec le voisin de droite et le voisin de gauche, ils sont capables d'aller tout droit. Et les armements et les fusées qui cèdent, ou qui vendent plutôt à la Russie, constitue un... C'est considérable, Christian. Vous connaissez bien cette région et notamment ses relations. C'est considérable. Il n'y a pas que les obus, parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur les obus, parlant de 4-5 millions de tonnes. Mais il y a autre chose, il n'y a pas que des obus. Alors il y a des hommes, on sait, obus, il y a des fusées, il y a du matériel de télécommunication. Il ne faut pas oublier que la Corée du Nord, jusqu'à récemment, était un champ gardé de la Chine. Tout se passait à travers la Chine, et l'armement même de la Corée du Nord était teinté d'armement chinois. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où la Russie est en train de se gagner une nouvelle république, qui est la République de Corée du Nord. Un de ces 4 matins, ils vont dire on va faire partie de la Fédération russe. Pour les Chinois, c'est l'horreur. Pour les Chinois, c'est l'horreur. Et actuellement, vous avez eu la convocation de l'ancien ministre de la Défense à Pékin pour se faire dire qu'il ne faut pas exagérer avec la Corée du Nord. Que c'est chez nous. La Russie en fait trop. Que la Russie en fait trop, voilà. C'est intéressant. Peut-être qu'il y aura un blackout chinois sur cet arsenal, et qu'à un moment donné, Pékin dira stop à Poutine. On va revenir sur cette situation aux côtés des Ukrainiens. On va retrouver Stanislas Poyet, c'est notre correspondant, il est à Kharkiv. Et on revient sur cet hiver, ce 4e hiver qui arrive, où les Ukrainiens vont devoir résister plus encore, même si pour certains, 4 ans, c'est long et peut-être même trop long.
À l'approche de l'hiver, l'Ukraine craint une campagne de frappe pour détruire ses infrastructures énergétiques et plonger le pays dans le noir. Depuis le début du mois de septembre, Kiev est bombardé quasiment quotidiennement par des dizaines de drones kamikazes de fabrication iranienne. Selon plusieurs experts, ces drones, bien moins efficaces que les missiles, permettraient de dévoiler les défenses antiaériennes en prévision d'une attaque de plus grande ampleur. L'administration militaire de la capitale a d'ores et déjà décidé de rationner l'électricité afin de faire face à de potentielles pénuries à venir. Alors, au pic de l'hiver, la demande en électricité de l'Ukraine peut grimper jusqu'à 18,5 gigawatts, quand le pays ne dispose que de 12,5 gigawatts de capacité de production. Un déficit de 6 gigawatts, donc, soit l'équivalent de la consommation du Danemark lors d'un pic de consommation. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près de la moitié des capacités énergétiques du pays ont déjà été détruites. Elle augure un hiver douloureux pour les Ukrainiens. Près de la moitié des capacités énergétiques, c'est considérable. C'est énorme. Comment on peut faire? Parce qu'il y a le chauffage, l'électricité. Certaines villes ne seront, des grandes villes, éclairées que quelques heures par jour. Mais il y a également l'industrie. Parce qu'on sait que les Ukrainiens produisent des armes, enfin des biens, font vivre toute une population. Mais sans énergie, sans électricité, cette industrie ne va pas servir à grand-chose. Mais c'est pour ça qu'on sent l'inquiétude de cette population ukrainienne et qu'en effet, le gouvernement ukrainien prend déjà des mesures pour rationaliser dans la perspective de cet hiver qui va être extrêmement difficile. Alors c'est vrai que ça a un impact pour la population, mais que ça a un impact pour toute la machine économique ukrainienne, pour la production des armements. On sait combien les Ukrainiens ont investi dans de nouvelles usines, dans de nouvelles lignes de production, justement pour essayer de pallier la défaillance des Occidentaux. Donc pour eux, c'est absolument capital. Et puis on voit bien cette volonté aussi aujourd'hui de tester les défenses aériennes ukrainiennes, de les épuiser aussi dans la perspective justement de frapper à un moment vraiment de plus en plus fort. Et c'est vrai que les missiles anti-aériens livrés par les Occidentaux s'épuisent également. Aujourd'hui, il y a le Pentagone qui dit on a déjà livré presque 70% de la défense anti-aérienne qui avait été promise. Donc on est en plus dans une... Et on sait très bien que rien ne sera livré. Oui. Magali, avant au moins l'arrivée à la Maison-Blanche de Trump. Il reste 7 milliards à peu près, entre 7 et 9 milliards des crédits qui avaient été votés par le Congrès. Et c'est vrai qu'on ne sait pas du tout. Il y a quoi dedans ? On sait ou pas ? Il y a en gros 80% d'armements que les Américains peuvent aller puiser dans leur stock, et puis d'autres qui sont de nouvelles commandes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est demain Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce qu'avec le nouveau Congrès, qui est maintenant à majorité républicaine, est-ce qu'ils arrivent vraiment à repasser de nouveaux crédits ? On voit bien le ton qui a été employé pendant toute cette campagne, et à quel point, notamment celui qui est maintenant qui va être le vice-président, J.D. Vance, a dit cet argent serait bien mieux employé pour les Américains. Même si tout ça est assez faux en réalité, parce que comme les usines d'armement américaines travaillent à plein régime, justement, cet argent-là revient finalement aux Américains. Mais ça va être évidemment le débat de début 2025, sauf que les Ukrainiens n'ont pas le temps d'attendre. Est-ce que la Russie peut faire la différence cet hiver ? Là, on est dans une situation qui est quand même, il faut le reconnaître, très compliquée pour les Ukrainiens. Si la Russie parvient à s'emparer de la région de Koursk, et si l'offensive qu'elle mène aujourd'hui au sud de l'Ukraine débouche sur un effondrement du front, ce qui est une possibilité, l'Ukraine pourrait se retrouver dans une situation un peu comparable finalement au début de la guerre, c'est-à-dire en situation de subir l'offensive russe et d'être obligé d'accepter les exigences de Moscou. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Magali, je pense qu'il faut distinguer quand même entre les propos de campagne qui ont été tenus par beaucoup d'élus des Républicains autour de Trump et puis aujourd'hui la réalité. Je pense que on a déjà eu quand même l'expérience du président Trump. Il a des propos souvent définitifs, puis dans sa pratique il est quand même plus transactionnel, plus axé sur le compromis. C'est un businessman, on l'a dit, cette guerre est un business. Voilà, lui son intérêt effectivement c'est que la guerre se termine, mais c'est son intérêt aussi c'est qu'elle ne recommence pas dans quelques semaines, quelques mois. Il a aussi quand même l'idée de ne pas
complètement abandonné certains de ses plus proches alliés en Europe. Je pense aux Polonais qui sont très sensibles à ce sujet. Donc, non, en revanche, là où peut-être qu'il va y avoir une question qui va se poser, c'est pour nous, Européens. Et la question de l'effort qu'on peut faire en faveur des Ukrainiens pour éventuellement leur venir à aide si les Américains coupent les vivres.